Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 9. Narrer la non-fiction. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Alors un épisode un petit peu spécial pour parler non pas de fiction, mais justement pas de fiction. Mélanie, à ton grand arc d'écrivaine, tu as ajouté également corde d'essayiste. C'est ça que c'était l'occasion de peut-être passer un peu de l'autre côté du miroir, si miroir il y a, peut-être qu'on va en parler d'ailleurs, concernant l'écriture, c'est-à-dire sortir des terres de la fiction pour aller plus vers des choses qui sont du domaine de l'essai, on va dire, au sens large, ou du témoignage. En tout cas, pour poser des premiers mots, mais peut-être qu'il y a des définitions plus précises à apporter. La définition plus précise, qu'est-ce que la non-fiction? C'est tout ce qui n'est pas de la fiction. J'ai trouvé Wikipédia qui disait c'est regroupe l'ensemble des écrits ne relevant pas d'un processus pur d'imagination ou de la fiction. Après, c'est comme c'est un terme un peu fourre-tout qui inclut vraiment, on peut avoir aussi bien des essais, des ouvrages journalistiques, des livres de cuisine par exemple sont considérés comme non-fiction. J'ai vu que le terme aurait été a priori, je sais pas s'il a été créé pour ou si c'est un des premiers livres à porter l'étiquette aux États-Unis. C'est 200 froid de Truman Capote, qui est en fait un livre écrit à partir d'une enquête sur un fait criminel, où il se rend sur place, il interroge les gens, il va rencontrer les criminels en prison, et il écrit un livre qui est extrêmement clinique, très détaillé, et qui est considéré comme à la fois une œuvre journalistique, puisqu'il y a une enquête sur place, et vraiment une œuvre d'écrivain. C'est un livre journalistique écrit par quelqu'un qui jusque-là écrivait de la fiction. Après, j'ai l'impression que c'est quand même un truc un petit peu fourre-tout, et je m'aperçois que qu'en réfléchissant au sujet qui m'intéresse de plus en plus, à la fois parce que j'en ai écrit et en tant que lectrice... Avec nous qui n'existons pas, rappelons. Voilà, ouais, je vais expliquer peut-être le contexte du livre. Mais j'allais dire, je me suis aperçue que dans ce corpus qui m'intéresse, j'ai tendance à inclure aussi des choses comme par exemple les blogs d'écrivains, qui pour moi sont une démarche d'écriture à part entière et pas si éloignée de la non-fiction dans des livres publiés, et même pas si éloignée de la fiction. Ça, j'y reviendrai après. Pour expliquer d'où je parle un petit peu, c'est j'ai écrit des nouvelles pendant, peut-être pas 20 ans, mais plus d'une quinzaine d'années. Et il y a un jour où j'ai dit autour de moi, mais je suis bloquée, je n'arrive plus à écrire. Et j'ai mis un moment à me rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout que j'étais bloquée, c'est que l'écriture s'était en partie déplacée. Et que pendant le moment où je disais j'étais bloquée, en réalité, j'avais toujours cette impulsion de raconter des expériences sur mon blog. J'écris aussi des chroniques et je m'aperçois que la démarche derrière était la même finalement. Et à un moment donné, un livre est sorti qui est plutôt une sorte de témoignage. Il est sorti sous cette forme parce que les choses avaient à être racontées comme ça. Et je m'aperçois qu'en ce moment, mes envies sont là. Je pense que les gens attendent que je revienne vers la fiction et je sens que pour l'instant, c'est autre chose, mais j'ai trouvé intéressant à quel point, pendant tout ce temps, je disais « Ah, j'écris plus parce que la fiction ne venait pas ». En fait, si, l'écriture, elle est toujours là. Mais elle est protéiforme et je m'aperçois à quel point on a tendance à cloisonner, peut-être. Je développerai peut-être après, mais je m'aperçois que pour moi, toutes ces démarches-là, mais que ce soit un blog, que ce soit un article, que ce soit une nouvelle ou un texte plutôt témoignage, c'est exactement la même démarche et les mêmes pulsions qui sont derrière. Il y a un cloisonnement qui est fou, ne serait-ce qu'on le voit, alors c'est plus un phénomène qui existe aux États-Unis ça, mais quand un auteur a un succès avec un univers qui marche bien, il faut qu'il prenne garde parce que si ça se trouve, il va se retrouver plus qu'à écrire ça toute sa vie parce que c'est ça qu'on va lui demander. Alors, déjà sortir d'un univers c'est compliqué, alors changer de forme, et encore je me demande si c'est pas, ça dépend peut-être des milieux parce que je me faisais la réflexion que moi j'ai eu à me poser la question écrivant un témoignage où je peux le publier puisque de toute évidence je ne pouvais pas chez mes éditeurs de fiction qui ont une ligne quand même très spécifique. Je me suis fait la remarque qu'il me semble qu'en littérature générale, chez certains écrivains en tout cas, les deux coexistent sans aucun problème. Et je pensais par exemple à Nancy Houston, que je lisais beaucoup il y a une vingtaine d'années. Actes Sud publiait ses romans, ses essais exactement de la même manière, sous le même angle. C'était en tant que lecteur, on lisait l'un à l'autre sans problème, parce qu'on n'allait pas chercher les essais pour le sujet. On y allait parce qu'on cherchait la voix d'une écrivaine, et on aime sa voix dans sa fiction. On la retrouve vraiment à l'identique dans ses essais. C'est peut-être aussi parce que la littérature blanche a un versant peut-être plus autobiographique, donc qui est plus proche du fait réel. En parlant pas du réel, parce que la littérature blanche parle de la réalité consensuelle, donc elle est réelle. Pour l'interrogation. Je sais pas si c'est en ça, il peut y avoir de ça. J'ai l'impression aussi qu'on a peut-être un... Moi, dans les genres, je suis parfois frappée par le discours qui me gêne un petit peu de personnes qui vont justement critiquer un peu ce qui se passe en littérature blanche et dire ils vont juste raconter leur propre histoire, alors que nous, on invente des histoires, on fait un effort d'imagination, de création. Et moi, je suis profondément agacée par ça, parce que c'est pas une petite guerre entre deux démarches, les deux coexistent. Et moi, je citais cet exemple de quelqu'un comme Nancy Houston. Pour moi, le fait de publier les deux comme ça, c'est de considérer l'ensemble comme une œuvre d'écrivain. On s'intéresse à l'œuvre avant de s'intéresser au format, peut-être. Si je peux juste ajouter deux choses sur les rapports, justement, entre le lectorat de genre
et les œuvres, on met des bouts de soi. Une des choses qui m'ont fait vraiment accrocher à la fantaisie française, sans chauvinisme, mais c'est vraiment la fantaisie qui me parle le plus, c'est que mine de rien, il y a beaucoup d'œuvres où des auteurs mettent beaucoup d'eux-mêmes, de leurs expériences aussi, mine de rien, mais en faisant une sorte de réaction alchimique qui fait que ça devient de la fantaisie. Je pense évidemment au Crépusculaire de Mathieu Gabory, je pense au sublimissime Cycle du Démurge de Francis Berthelot, dont le dernier tome brouille vraiment en fait les distances, brouille les frontières entre écrire sur soi, sur lui-même en tant qu'écrivain et écrire dans son monde. Déjà dans notre façon de vivre l'imaginaire en France, j'ai l'impression qu'il y a un pas qui est fait vers cet effacement des frontières, plus sans doute que dans le monde anglo-saxon. Et la deuxième chose que je voulais dire aussi, là c'est plus spécifiquement sur le livre de Mélanie, c'est que bien sûr c'est un essai, mais aussi ça parle d'écriture, ça parle des rapports entre l'écriture et la vie, et moi il m'a beaucoup parlé pour ça aussi. Et si vous écrivez dans ceux qui nous écoutent, ou si c'est des sujets qui vous intéressent, c'est un livre qui m'a fait réfléchir aussi à ma pratique d'écriture, parce qu'on a parfois tendance dans certaines formations, notamment dans le genre, à avoir d'un côté l'écriture, et puis après on a notre vie à côté. Et justement, ce que Mélanie met vraiment en lumière, c'est comment la vie et l'écriture résonnent l'une envers l'autre, et comment vraiment les deux donc sont complètement liés. Et l'évolution de l'une est liée à celle de l'autre et inversement. J'ai l'impression, tu me dis si je me trompe. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur ma propre pratique d'écriture, et c'est très précieux pour ça aussi. Quel que soit ce qu'on écrit par ailleurs, je veux dire. C'est marrant parce que des fois, c'est une discussion animée que j'ai pu avoir avec certains collègues qui soutiennent, dans l'imaginaire, que l'écriture peut-être serait presque quelque chose de désincarné par rapport à l'auteur, ce qui paraît très étranger en ce qui me concerne. Pour moi, l'écriture est évidemment indissociable de la vie de la personne, quelle que soit son écriture d'ailleurs. Ne serait-ce que, vraiment à minima, il y a l'esprit du temps qui t'influence sans que tu saches pourquoi ni comment, et tu vas être le reflet d'une certaine époque. Alors, quitte à ce que ce soit le cas, autant s'emparer de la chose, utiliser son existence, non pas forcément se mettre, mais utiliser son existence et son regard et ses questions comme carburant d'authenticité dans ce qu'on écrit. Bah, je suis assez d'accord, et enfin, tout ce que vous dites me conforte dans cette impression que finalement la frontière n'est pas si nette qu'on veut bien le dire, et que simplement les outils sont différents. J'ai envie de dire une intuition qui me vient en lisant certains textes plutôt autobiographiques, c'est je me demande, les écrivains qui m'intéressent le plus sont ceux chez qui justement l'écriture est quasi indissociable de la vie. On écrit parce qu'on n'a pas le choix, et justement pas du tout ce côté désincarné. Et je me demandais si quand on a pris l'habitude de transmettre les choses par l'écriture, parfois quand on a affronté certaines épreuves, ça ne peut passer que par l'écriture. Et j'avais pensé à un livre qui pour moi a beaucoup marqué sur ça, c'est l'écriture de Stephen King, que je trouve pas forcément très intéressant comme manuel d'écriture, mais par contre comme autobiographie il est passionnant. C'est l'autobiographie de King dans l'acte d'écriture. Et notamment il se met en scène après son accident où il a vraiment failli y passer, il a eu des mois de rééducation assez douloureuse. Et il explique que ce qui lui a permis de rebondir après son accident, c'est l'écriture. Il s'est remis au travail et physiquement le geste lui coûtait, mais il fallait qu'il le fasse. Ou pour partir sur complètement autre chose, un livre que j'ai lu quelques autobiographies quand je préparais mon propre livre pour regarder un peu comment d'autres ont abordé ça. Et il y avait un livre de Delphine de Vigan qui est quelqu'un qui écrit des romans au départ et qui un jour affronte quelque chose d'impossible à affronter, qui est le suicide de sa mère. Sa mère avait une 60aine d'années, je crois, et se suicide. Et elle décide de creuser l'histoire de sa mère et décide de la reconstituer elle-même pour résoudre cette question notamment d'un moment dans sa vie qui est fondateur et qui fait qu'elle est venue à l'écriture. Et j'ai eu la réflexion par rapport à ce livre, pourquoi écrire quelque chose qui soit pas de la fiction? Parce que quand on est désemparé et qu'on a un rapport vraiment viscéral à l'écriture, c'est le seul moyen. Et c'est pour ça que j'ai écrit mon livre aussi. C'est à un moment donné, il y a des questions qui ne peuvent se traiter que par l'écriture, si on est quelqu'un qui écrit vraiment avec ses tripes. Quand je t'écoute parler, je pense à parfois les questions que certains lecteurs posent sur l'écriture de fiction en disant mais alors est-ce qu'il y a un message? Et moi je suis toujours partant de dire que j'aime pas tellement la fiction à message parce que je souscris totalement à l'opinion d'Orson Scott Card qui disait si on écrit un pamphlet dans un roman, on se termine avec un mauvais pamphlet et un mauvais roman. Les personnages, pour moi, dans une histoire, c'est des expériences de vie et c'est des parcours et les personnages vont apporter leurs propres réponses. Et je sais que j'ai des personnages qui sont diamétralement opposés à ce que je pense dans l'existence, et ça m'est justement tellement étranger parfois dans des choses d'ailleurs tragiques, voire même carrément toxiques, mais c'est mon côté bisounours, je crois quand même malgré tout fondamentalement à un certain potentiel positif de l'être humain. C'est cathartique, j'ai besoin de me foutre des fois de la tête dans ces modes-là pour comprendre comment l'humanité peut en arriver là en fait. C'est une expérience.
Mais oui, c'est une manière de traiter une question qui me gratte et qui me pose en me disant comment on peut devenir un fanatique religieux, je comprends pas, et j'arrive pas à comprendre. Et la fiction va peut-être m'aider, peut-être éclaircir ça, et à trouver un peu de paix, et à trouver la compassion. C'est en ça que pour moi que les deux se rejoignent, parce que simplement l'outil qu'on utilise n'est pas le même. Je m'intéresse moi particulièrement à la forme de l'autobiographie, je trouve vraiment super intéressante. L'autobiographie, c'est pas juste je prends ma vie, je la déballe sur le papier. Il faut nécessairement qu'il y ait un axe, qui est peut-être quelque chose qu'on cherche à transmettre, soit quelque chose qu'on a à transmettre de sa propre histoire, et peut-être c'est cette notion qu'on dit souvent de partir du personnel pour aller vers l'universel. Ou bien on peut faire effectivement le portrait d'une époque où... parmi les livres par exemple que j'avais lus quand je préparais le mien pour regarder comment est-ce qu'on s'attaque à une autobiographie, il y avait donc le livre de Delphine de Vigan dont j'ai parlé. J'avais lu Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, qui là est vraiment plus des mémoires, dans le sens où elle raconte dans l'ordre chronologique, il n'y a pas une thématique, c'est vraiment je vous raconte toute mon enfance. Et à côté de ça, La place d'Annie Ernaux, qui est un livre qui m'a énormément marqué. C'est un petit livre très court où elle parle de son père, et à travers son père, elle parle vraiment d'une époque et d'un rapport aux classes sociales. Ce que c'est d'être issu de la classe ouvrière à une époque où c'est quelque chose d'un peu honteux. En parler maintenant avec le recul où elle s'est mariée dans la bourgeoisie et elle garde cette espèce de rapport un peu ambivalent à la classe dont elle est issue. Et c'est un livre qui, je trouve, est extrêmement fort en racontant une histoire personnelle. Il raconte énormément de choses sur des questions sociales et sur une époque. Si je peux juste ajouter deux choses. La première, très bref, on fait un sujet sur lequel je suis pas d'accord avec Lionel. Ça devenait beaucoup trop consensuel. Non, ce que je veux dire, c'est pas le sujet, donc je vais pas m'étendre dessus. Mais disons, sur tout ce qui est message en littérature, j'ai beaucoup évolué depuis que j'ai commencé à écrire. Et donc là, je pense qu'on pourrait vraiment débattre pas mal sur ce sujet. Mais ça, c'est un autre débat. Et sur les livres qui parlent de l'écriture, moi, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, mais qui m'a aussi beaucoup soutenu quand j'ai traversé certaines choses dans ma vie. Et dit justement, qui pour moi parle de ce que c'est que d'être quelqu'un qui a des histoires dans la tête, qui a envie de créer des choses qu'elles sortent, quand on vient pas forcément d'un endroit où ça se fait, entre guillemets. Et comment est-ce qu'on vit avec ça ? Et c'est Martin Eden, donc le roman plus ou moins autobiographique de Jack London. Pas du tout parce que je me compare à Jack London, mais juste parce que, il y a des moments où on se dit, mais si même Jack London, il est passé par ce genre de questionnement, bon, ok, moi j'en ai une forme édulcorée, mais quelque part, c'est pas si grave. Et aussi parce que c'est un super roman. Mais vraiment, sur les rapports entre la vie et l'écriture, s'il y a un roman que je mettrai en avant aussi, c'est celui-là. Je voulais rajouter un truc sur ce que j'expliquais en fait sur l'autobiographie. Il y a une chose qui me frappe en réfléchissant à la non-fiction, c'est à quel point constamment on raconte des histoires. Quand on pense à sa propre vie, on se raconte des histoires. Et je sais pas pour vous, mais personnellement, la narration que j'ai autour de ma propre vie a changé régulièrement au cours de ma vie. Et j'ai presque envie de dire qu'elle a changé depuis le livre que j'ai écrit il y a 2 ans. Sa propre histoire, c'est pas quelque chose de figé, il y a un angle subjectif à chaque fois. Et de ce fait, c'est en ça que ça me semble totalement extrêmement proche des outils de la fiction. C'est dans le sens où, je vais raconter une histoire, j'ai plein d'éléments autour de moi, quels éléments je vais prendre, comment je vais les emmancher les uns avec les autres, d'où je pars, où je dois arriver, et surtout qu'est-ce que je raconte et à qui je m'adresse. Et pour moi, toutes les questions que je me suis posées en écrivant ce texte sont exactement les mêmes que dans la fiction. À aucun moment j'ai ressenti, tiens, je suis dans un format dont j'ai pas l'habitude. Peut-être parce que justement je parlais du blog comme étant une prolongation pour moi d'une démarche d'écriture, et tenir un blog peut-être... À la base, il me semble que l'exercice de l'écriture, quand on cherche à publier, que ce soit en ligne ou dans un bouquin, c'est quand même de jeter un pont vers un lecteur ou une lectrice qu'on ne rencontrera probablement jamais, mais avec qui on essaye de faire une résonance. Et la première base, me semble-t-il, pour réussir à établir cette résonance, c'est de susciter l'intérêt. Et on suscite l'intérêt comment ? En racontant une bonne histoire, bonne au sens qui va susciter justement l'intérêt. Et une histoire, c'est très vaste, c'est pas forcément une histoire de fiction. Une histoire, c'est aussi les proto-motifs narratifs que l'être humain se racontait dans les cavernes pour essayer d'expliquer le monde. Parce qu'on fonctionne par histoire, on fonctionne par narration. Et la mémoire et la manière dont on s'explique le monde repose sur des histoires. C'est bien pour ça que même encore aujourd'hui, il y a des légendes urbaines qui sont ultra tenaces. C'est parce qu'il y a des trucs qu'on n'explique pas et dont on a besoin de trouver l'explication du monde. Et ça apparaît quel que soit le contexte, même aujourd'hui. Et donc, plutôt que de s'en lamenter, je trouve effectivement autant célébrer cette capacité merveilleuse de l'être humain, qui est en fait une capacité fondamentale à imaginer et à rêver. Ouais. Petite citation pour terminer, une citation d'Antonio Soler, qui nous dit, et c'est ma foi un petit peu en rapport, « Tout ce qu'un écrivain produit a sa part d'autobiographie, même s'il s'agit de science-fiction. » C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.